Vivre avec le virus est-il synonyme de relâchement? Comment expliquer l'inobservance par les populations des règles édictées par les médecins? Honoraria pour les anciens présidents d'institutions, à quel décret se fier? Pour répondre à toutes ces questions, Pabès Diba reçoit ce dimanche Momar Diong, journaliste, analyste politique, et Mandiaye Gaye, écrivain et essayiste. Remue Ménage. Monsieur, bonjour. Merci à Abdou Cham qui assure la mise en onde de cette émission. Flambée des cas positifs de coronavirus, le Sénégal en est aujourd'hui à 3645 malades et une quarantaine de morts. Mais en dépit de l'augmentation fulgurante de la contamination à Dakar, la peur a laissé place au relâchement et à l'inobservance des règles édictées. Mais pouvait-il en être autrement quand le général en pleine guerre choisit certains lieutenants qui ne sont pas les plus méritants pour les honorer à travers de vrais ou de faux décrets? Une démobilisation, voire débandade des troupes ne serait pas une surprise? Suivez mon regard. Nos deux invités vont démêler tout cela. Mandiaye Gaye, écrivain, essayiste, bonjour. Bonjour, Pam. Momar Diong, bonjour Momar. Bonjour Pabès, bonjour aussi à vos auditeurs, bonjour aussi à Mandiaye Gaye. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Momar, nous restons avec vous. Les 3/4 des cas confirmés de Covid-19 sont issus de Dakar, une situation qui inquiète particulièrement les autorités sanitaires. Elles annoncent d'ailleurs un plan de riposte d'ici mardi. Comment voyez-vous cette bataille de Dakar, Momar? Écoutez, si on observe un peu la tendance depuis quelques jours, on se rend compte qu'il y a quelques faits marquants. Le premier fait marquant, il y a 2 jours, je crois, il y a eu le retour des cas importés. Ce qui pouvait être lié peut-être au vol de rapatriement organisé par l'État du Sénégal au profit de compatriotes qui étaient bloqués dans des pays qui étaient particulièrement touchés par la Covid-19. Ça peut être également lié aux nombreux points de passage qu'on note au niveau des frontières terrestres. Ouais. Donc, c'est aux autorités de voir d'où nous proviennent ces cas importés qu'on avait réussi à endiguer. Le deuxième fait marquant, c'est qu'on a noté une augmentation des cas graves. Mais là, ça se justifie. Plus vous avez des cas positifs, plus vous avez des cas graves. La troisième chose qu'on a également remarqué, c'est que Dakar, comme vous l'avez dit tantôt, est devenu l'épicentre de la maladie, avec 3/4 des cas positifs qui ont été enregistrés jusque-là, soit 73,6%. Et c'est très, très, très inquiétant. On a noté également les cas issus de la transmission communautaire qui se maintiennent. Mais vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui me paraît très important, c'est que nous avons eu le malheur d'avoir lancé un plan de riposte qui était parti pour être très efficace, mais qui a fini par être chahuté par beaucoup de faits. D'abord, il y a cette opacité autour de l'attribution des marchés, de l'achat et du transport des denrées destinées aux populations. Et toute la polémique qui s'en est suivie. Ensuite, il y a le non-respect de la part du président Macky Sall de la mise en place d'un comité de pilotage national qui était censé conduire les opérations. Il a préféré en lieu et place un comité de suivi et après avoir lancé l'opération. On a également nommé une polémique au sein de ce dit comité autour des perdièmes de 3,5 millions qui devraient être attribués aux 30 membres. Il y a également cette tentative de musellement du professeur Seydi et la polémique qu'il y a eu lieu avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il y a aussi tout ce débat nauséabond et nauséeux autour de contrats Sénélec-Aquilé, autour également de l'honorariat. Mais il y a surtout, ce que vous avez dit tout à l'heure en introduction, la sortie étonnante du président de la République le 11 mai. Parce qu'annonçant un certain nombre de mesures d'assouplissement, alors qu'on n'en était qu'à 2 mois depuis l'apparition de la maladie. C'était d'autant plus étonnant que le président a eu à faire cette déclaration le jour même où le Sénégal avait enregistré le plus grand nombre de cas positifs, 177. Et que ce jour-là, le directeur et la directrice de la santé, le matin, invitaient les Sénégalais à ne pas céder au relâchement parce que tout le corps médical avait constaté qu'on était en train de céder au relâchement.
Très bien. C'était assez surprenant. Et depuis lors, il ne faut pas donc s'étonner qu'il y a eu comme cette impression de relâchement. Mandiaye Gaye, est-ce que cette situation-là, avec cette flambée de cas à Dakar, n'est pas un tout petit peu révélateur du déséquilibre ou incohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'aménagement du territoire mises en place depuis les indépendances? Oui, merci beaucoup. Salut, comment dire, Momar. Je crois que il y a un relâchement, mais c'est surtout du côté du pouvoir. C'est-à-dire qu'un pouvoir, il doit être fort. Et celui qui dirige le pouvoir doit être assez courageux pour prendre des mesures. Si les mesures vont dans l'intérêt général des populations, comme c'est le cas, parce que cette maladie concerne tout le monde, elle est démocratique et peut atteindre n'importe quelle personne. Par conséquent, si on prend des mesures, on ne doit pas faire un relâchement. Et ce qui s'est passé, comme on a dit, on a pris des mesures et j'ai l'impression que le président, il copie sur Macron. Quand Macron fait un discours, il fait un discours. Il fait déconfinement, il fait déconfinement. Mais nous n'avons pas les mêmes réalités. Ici, il y a une indiscipline caractérisée de la population. Et, comment on appelle ça encore? Et le pouvoir qui a une faiblesse de ne pas mettre les gens sur le même pied d'égalité. Parce qu'il autorise à certains, il n'autorise pas à d'autres. Le pouvoir, quand il prend des mesures, ça dit que ça doit être applicable. Mais ce qu'on a constaté, bon, il y a un relâchement. Ensuite, au niveau de la circulation, les gens n'obéissent pas, les gens ne portent pas de masque, les gens se déplacent comme ils veulent. Tout est chamboulé. Et comme a dit tout à l'heure, dans la distribution, disons, des produits, il aurait été plus simple, plus facile, moins coûteux d'envoyer le produit, la valeur du produit à chaque ayant droit, par Orange Money ou par n'importe quel moyen électronique, sans déplacement ni rien du tout. Il fallait aussi, comme on a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on démarre la distribution avant le comité. Le comité est venu après, quand tout a été déjà fait. Que des camions sont tombés dans la brousse avec leurs produits, que les gens ne pouvaient pas atteindre les lieux et qu'il faut acheminer le produit jusque dans la maison du machin. Avec le ministre qui est chargé, par exemple, de la distribution. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Un pays, ça dit que diriger un pays, c'est pas simple. Mais il faut avoir les capacités et l'intelligence. Et ce qu'il faut éviter, c'est la pensée unique. Penser qu'on est au pouvoir et qu'on est plus intelligent que tout le monde, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Il faut que les gens, quand ils disent, qu'ils sachent qu'il y a des gens dans la population qui ont des idées et qui peuvent les aider, disons, à progresser ou à faire des actes quand même qui vont dans l'intérêt général. Mais ce qui se passe ici, ça dit que c'est la pensée unique. Le pouvoir, il fait comme il veut. Et on n'évalue pas les actes et les programmes. On fait quelque chose, ça échoue. Au lieu d'évaluer pour savoir déceler les erreurs là où ça se situe et les réparer, non, on continue. Et c'est une superposition d'erreurs et de failles qui ne sont jamais réparées. Et ça, c'est du pouvoir. Maman, vous semblez tantôt pointer la responsabilité du gouvernement dans ce relâchement noté au sein des communautés ou de la population. Mais est-ce que cela seul peut justifier ce relâchement? Non, pas du tout. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu un énorme gâchis. Il y a eu une union sacrée autour du président Macky Sall dès l'apparition de la maladie. L'opposition n'a pas hésité à lui voter une loi d'habilitation. Et a approuvé quasi unanimement son programme de 1000 milliards. Au-delà même des partis politiques, les forces vives du pays se sont rangées derrière lui. Et surtout, à l'apparition de la maladie, il y a eu cette prise de conscience collective du danger qui guettait le Sénégal et sur la nécessité de faire bloc pour pouvoir apporter la riposte. Mais malheureusement, tout a été chahuté par la suite par ces faits-là que je viens d'évoquer. Et la situation actuelle, c'est qu'on a comme l'impression que le programme de résilience économique et sociale n'aura pas servi à grand-chose. C'est un programme qui était censé durer au moins sur une période de 3 mois. Maintenant, on peut se demander à quoi bon avoir mobilisé 1000 milliards pour donner 64 milliards au secteur de la santé,
69 milliards pour l'achat de denrées aux populations les plus démunies, les plus touchées, des centaines de milliards aux entreprises, pour finalement ne pas parvenir à tenir face aux mesures de restriction imposées par l'état d'urgence pendant ne serait-ce que 3 mois. Et c'est l'impression de gâchis que j'ai. Maintenant, ça n'absout pas la part de responsabilité, bien évidemment, des populations en tant que communauté, par rapport au respect des gestes barrières. Mais là aussi, on en revient encore une fois à l'institutionnel, parce que j'ai comme l'impression que c'est la communication qui a également failli. Et je pense que sur ce plan-là, la communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale gagnerait à évoluer. Et elle est très statique. Elle se résume tout simplement à donner des chiffres quotidiens, alors que ça doit être un rendez-vous qui pourra permettre de sensibiliser davantage les populations. Au-delà des chiffres qui sont donnés, pourquoi ne pas s'arrêter sur des aspects particuliers de la riposte et sensibiliser davantage les populations, comme le ministre d'ailleurs l'a fait hier. Oui, peut-être on en saura davantage mardi. Voilà, en se présentisant sur le cas de Dakar, en alertant les opinions. Ouais. Il y a une mesure qui a été prise par le ministre de l'Intérieur il y a 2 jours et qui a consisté à interdire les déplacements entre départements au niveau de 2 régions seulement. 2 régions, oui. Les régions de Thiès et les régions de Diourbel. Parce qu'il n'y a pas eu toute l'explication qu'il fallait pour accompagner cette mesure, les populations de Thiès et de Diourbel l'ont considéré comme un acte discriminatoire. De stigmatisation. Et de stigmatisation. Ouais. Alors qu'il aurait fallu s'arrêter sur ce point, leur parler, leur expliquer les tenants et les aboutissants pour les amener à adhérer et à comprendre pourquoi cette mesure a été prise uniquement pour ces 2 régions. C'est à ce niveau-là qu'il y a des failles. C'est vrai qu'il y a un rendez-vous mensuel avec tout le comité scientifique qui se tient le 2 de chaque mois et qui permet de revenir sur plusieurs aspects. Mais cet intervalle-là me paraît tellement long que la sensibilisation n'est pas efficace. Donc les populations, certes, ont une part de responsabilité dans ce qui arrive et le relâchement, mais il va falloir qu'on revoie vraiment de fond en comble la communication pour pouvoir également les y accompagner. Mandiaye Gaye, le chef de l'État a prorogé il y a 2 jours l'état d'urgence. Certains estiment d'ailleurs que cet état d'urgence-là n'a plus sa raison d'être. Oui, je le disais tout à l'heure, là. C'est-à-dire en prolongeant l'état d'urgence, il devait évaluer d'abord, c'est-à-dire que la première, qu'est-ce que ça a donné? Les résultats que nous avons pour cette pandémie, c'est-à-dire que montre que nous n'avons pas gagné. C'est-à-dire que les choses se sont empirées. Parce que Dakar, c'est la capitale. Et les nombreux cas qui se prononcent dans Dakar justifieraient peut-être de renforcer des mesures au lieu de relâcher. Parce que si ça s'améliorait, on peut, comme dans certains pays, il y a un relâchement, un déconfinement, parce que la situation s'est améliorée. Nous, c'est le contraire. La situation s'aggrave davantage. Il y a plus de morts, plus de maladies. Dakar, la capitale, est, comment dirais-je, envahie par cette endémie. Ça augmente tous les jours. Donc, ça ne se justifie pas. On devait prendre d'autres mesures. Et comment dire la communication? La communication. Je pense que c'est même théâtral quand on veut. Ouais. Le gars statique comme ça, là, avec les trucs, se prononcer tous les jours, c'est la même image qui revient aux gens. Il faut changer. Et pour changer, il faut quand même écouter les autres. Parce qu'il doit y avoir une critique aux gens, la manière de faire, etc. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Chaque jour, on devrait pouvoir soit évaluer et changer de méthode au lieu de continuer la même chose que par le passé. En tout cas, moi, je n'ai pas confiance. Et je crois qu'on va vers le mur si on continue à agir comme ça. Et ça, c'est la faiblesse du pouvoir conjuguée avec l'indiscipline des populations. Et l'État laisse faire et regarde sans pouvoir redresser la barre. C'est son devoir de redresser la barre quand ça ne va pas. Je voudrais pointer juste quelques éléments de communication où il y a eu des erreurs, il me semble. Le premier, par exemple, c'est sur le port du masque. Là, l'État s'est laissé induire en erreur par ce que je considère comme un mensonge d'État de la part du gouvernement français, qui n'avait pas approvisionné le pays suffisamment de masques et qui, devant le tollé général, ont eu à expliquer le fait que les masques n'étaient pas destinés en réalité
aux populations qui n'étaient pas touchées, mais uniquement au personnel médical et à ceux qui avaient été atteints. On les a suivis par mimétisme sur ça. Et finalement, ironie du sort, maintenant le port du masque est devenu obligatoire parce qu'on sait que ça doit être un geste barrière parmi les plus importants. La deuxième chose, erreur de communication, c'est d'avoir brandi le confinement comme une menace à l'encontre des populations pour la non-observance des gestes barrières. Et la conséquence, c'est quoi? Même des personnes qui étaient suspectées d'être positifs ont eu à fuir les services médicaux parce que tout simplement, ils percevaient leur mise en quarantaine comme un supplice. Là, ça pose problème. Je crois que donc la communication globalement doit évoluer. Nous, on le dit parce que tout simplement, on voudrait contribuer à ce que les points quotidiens du ministère de la Santé soient un grand moment de sensibilisation des populations, surtout pour endiguer les cas de transmission communautaire. Comme l'a dit le doyen, il faut qu'ils écoutent quand même. Moment, nous restons avec vous. Cette semaine a été marquée aussi par un soulèvement des populations de Diamaguène contre l'inhumation d'un décédé du coronavirus. Votre commentaire sur cette protestation au soulèvement des populations? C'est inadmissible. C'est inqualifiable de la part de ces populations. Mais là aussi, je vous renvoie à la communication qui a été servie par le gouvernement pendant très longtemps. Cette communication à outrance sur son refus initial du rapatriement des corps de nos compatriotes décédés de coronavirus à l'étranger. Ils ont tellement tympanisé les Sénégalais autour des risques et des craintes de contamination avec le rapatriement de ces corps que finalement, il y a une bonne partie des Sénégalais, une bonne frange des Sénégalais qui croient que, même décédé, quelqu'un qui a été testé positif au coronavirus peut contaminer. Ça ne justifie pas pour autant l'acte qui a été posé par les populations de Malika et de Diamaguène, mais ça explique en partie cela. C'est pour cette raison que dans ce cas de figure, c'est la communication qui me paraît essentielle. Et sur ce plan-là, il y a des failles. Maintenant, dans un pays, dans une république, c'est l'État qui a le monopole de l'usage légal de la force et de la contrainte. Je crois que l'État doit rester fort, prendre toutes ses responsabilités pour que de pareils cas ne surviennent plus. Mandiaye Gaye, on n'a vu aucune autorité aussi s'émouvoir de cette situation. Le chef de quartier de Diamaguène, Malika, on ne l'a pas entendu. L'imam ou le maire non plus pour condamner de tels actes. Oui, comme on dit, c'est inhumain. Mais pour revenir à la situation et le gouvernement, on brandit des mesures, on annonce des mesures qui ne sont jamais appliquées. Et une mesure annoncée, quand elle n'est pas appliquée, ou des gens ont failli, il n'y a pas de sanction, c'est un encouragement. L'État a encouragé. On a sanctionné jusqu'à présent aucun citoyen qui a failli ou qui a désobéi. Oui, il y a eu un précédent. À Bambey, des populations sont sorties pour refuser j'ai vu dans des cette sapeurs-pompiers. Les gens n'ont même pas de masque. Ils disent qu'ils l'ont oublié, etc. Et en venant, je rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas de masque. Donc, pour l'inhumation de ce décès, je pense que les populations n'ont pas été... c'est même inqualifiable. Parce qu'un corps décédé, on ne peut pas l'exposer ni le faire autre chose. Absolument. En France, on peut peut-être, comme ils appellent ça encore, ou en marché, des formes mais là, on ne peut pas. Et puis, l'État, si le corps a été identifié comme ayant le coronavirus, s'il est décédé, il y a des mesures spéciales avec les services d'hygiène et autres. Comment faire pour procéder à l'inhumation d'un décès comme ça? Ça n'a pas été fait. Mais les populations devaient être quand même un peu plus tolérantes pour ne pas empêcher, disons, ce décès-là. Il a ses parents là-bas qui sont là-bas. Où est-ce qu'on va le mettre? On ne peut pas exposer le corps. Donc, il faut que les gens arrivent à quand même imaginer, s'ils étaient dans ce cas-là, que c'est le parent qui était décédé. Mais s'opposer comme ça n'a pas de sens. Il y a d'autres raisons et d'autres motifs plus valables pour s'opposer au gouvernement que d'empêcher un corps d'être enterré dans un cimetière. Tout à fait. C'est pas vrai. Il faut prendre des dispositions
pour que ça ne contamine pas, mais je pense qu'il n'avait pas le droit. Avançons un tout petit peu, Momar, pour parler de ces décrets polémiques qui consacrent l'honorariat. D'abord sur la forme, on ne sait plus finalement à quel décret se fier. Écoutez, moi je suis tenté de croire à l'authenticité du décret qui a fuité. Pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il suffit tout simplement de voir les articles visés pour se rendre compte que ça n'a pas été rédigé par une main inexperte. La deuxième raison, c'est la légèreté du démenti qui a été servi par la cellule de communication de la présidence de la République, avec un communiqué qui n'était ni signé ni daté. La troisième raison, c'est que je n'ai pas eu information que le procureur ait été saisi, ni qu'il se soit autosaisi pour une affaire aussi grave qui, si jamais elle s'avérait, releverait de faux et d'usage de faux sur la signature, tenez-vous bien, du président de la République. Donc, pour toutes ces raisons, moi je crois que le décret qui a circulé dans les réseaux sociaux est authentique. Cela dit, je me dois quand même de rétablir une vérité. Ce décret n'est pas une création du président Macky Sall. C'est plutôt une création du président Abdoulaye Wade. C'est un décret qui a une histoire. Abdoulaye Wade, à sa venue au pouvoir en 2000, a acté la dissolution du Conseil économique et social à la faveur du référendum de janvier 2001. Il l'avait fait par respect aux accords qu'il avait passés avec ses alliés de FAL 2000, qui avaient demandé la dissolution des institutions jugées budgétivores, dont le Conseil économique et social, qui était présidé à l'époque par Famara Ibrahima Sagna. Et lequel Famara Ibrahima Sagna n'a pas apprécié du tout ce qu'il avait considéré comme une manière cavalière de la part du président Abdoulaye Wade de mettre fin à ses fonctions de président de cette institution. Et il sera d'autant plus amer que quand Wade a ressuscité le Conseil économique et social via le CRAES, Conseil pour la République pour les affaires économiques et sociales, il a préféré jeter son dévolu sur Mbaye Jacques Diop, feu Mbaye Jacques Diop, comme président en tant qu'allié, en laissant encore à rade Famara Ibrahima Sagna. C'est plus tard que Abdoulaye Wade aura sur la conscience la manière dont il a traité Famara Ibrahima Sagna, qui, comme tout le monde le sait, a toujours travaillé à son rapprochement avec le président Abdou Diouf en cas de besoin. Il lui a également rendu divers services de toute nature. Et c'est par acquis de conscience que le président Abdoulaye Wade, en accord avec feu Mbaye Jacques Diop, qui était à l'époque président du CRAES, avait décidé de sortir un décret portant sur l'honorariat au profit de Famara Ibrahima Sagna pour réparer ce qu'il avait considéré comme une injustice. Et d'ailleurs, après Famara Ibrahima Sagna, Feu Mbaye Jacques Diop a eu à bénéficier de ce décret d'honorariat. Donc en vérité, le président Macky Sall n'a fait que réactualiser un décret qui date de l'époque d'Abdoulaye Wade. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, les démentis servis par les services de la présidence ne tiennent pas du tout debout. Maintenant, on peut se poser des questions par rapport à l'acte posé par le président Macky Sall. Oui, nous y revenons. Mangaï, est-ce que cette communication de la présidence n'a pas participé à embrouiller davantage les populations? Si, parce que je considère qu'une personne, n'importe laquelle, doit avoir la responsabilité d'assumer ses actes quand c'est fait. Tout à fait. Mais ici, les gens, surtout le pouvoir, n'a pas le courage, quand il y a une erreur, de reconnaître et d'accepter que c'est une erreur et puis ça passe. C'est plus honorable que de se cacher derrière des choses. L'histoire de ce décret, comme d'autres, que le président Macky Sall a pris pour les anciens présidents de la République, avec des honoraires et je ne sais quoi. Il l'a fait ici aussi, mais c'est dans la même lignée. Je trouve que c'est injuste. Honoraire pour l'honneur, d'accord. Mais quand c'est mêlé de per diem et d'argent,
c'est injuste parce que nous, les travailleurs, quand nous allons à la retraite, mais nous vivons avec la pension simplement, il n'y a pas autre chose. Comment un président du conseil économique et social, avec tous les avantages et les privilèges qu'ils ont pendant qu'ils sont en activité, s'ils partent à la retraite, en quoi on peut les honorer en leur donnant des trucs? Honoraires sur titre, d'accord. Mais c'est comme ça. Donc ça répond aussi, comme il a fait pour les présidents de la République, avec 10 millions de pensions, avec un personnel et tout. C'est-à-dire, c'est des choses de ce genre que la façon de gouverner au Sénégal, c'est une façon bâtarde. On fait ce qu'on veut, quand on veut, pour plaire à des gens, etc. C'est pas ça. Or, cet acte-là fait partie de cela. Mais la communication au niveau des trucs, c'est aussi le président. Parce que les gens lui disent ce qu'il veut entendre et ce qu'il veut. Quand c'est comme ça, mais la cellule de communication est très... comment dire, elle fait attention pour ne pas blesser le président ou dire des choses qui ne vont pas dans le même sens. Donc, le professionnalisme, dans ce cas-là, ne joue pas. Momar, vous n'êtes pas surpris en voyant ce régime qui promettait la rupture, la gestion sobre et vertueuse, se livrer à une telle prodigalité avec le bien public? Écoutez, je disais tout à l'heure justement, parce que c'est là où je voulais en venir, qu'on peut se poser un certain nombre de questions par rapport à l'acte qui a été posé par le président Macky Sall au profit d'Aminata Tall et qui n'a fait que réactualiser un décret qui datait de l'époque de Wade au profit de Famara Ibrahima Sagna et de Feu Mbaye Diack Diop. La première question que je me pose, c'est que le président Macky Sall avait-il besoin de valoriser davantage le montant qui était alloué au titre de l'honorariat d'ancien président du Conseil économique et social? Parce qu'à l'époque de Wade, ces émoluments étaient alignés sur le salaire des ministres. Maintenant, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui le salaire des ministres est de 4,5 millions pour que Aminata Tall puisse bénéficier d'un tel montant tous les mois? Et le contexte? Ça, c'est la deuxième question, justement, c'est le contexte. Ouais. Ce contexte de Covid-19 que l'on traverse est propice à la prise d'un tel décret. Et ensuite, il y a peut-être une autre question qu'on peut se poser, et qui est d'ordre, je l'avoue, subjectif. Aminata Tall a-t-elle la dimension politique, ou est-elle un personnage aussi emblématique c'est la question que Feu Mbaye Diack Diop ou que Famara Ibrahima Sagna pour pouvoir bénéficier au même titre que de ce décret? Ouais. Et c'est sur le contexte. Donc c'est à ce niveau-là qu'il se pose un problème. Et entre le discours et la réalité, dans la gouvernance du président Macky Sall, il y a souvent un fossé. Et c'est ce que les Sénégalais ne parviennent pas à comprendre. On a eu à nous tympaniser avec des slogans du genre « la patrie avant le parti ». Mais on s'est rendu compte que les contingences politiques ou politiciennes continuent à guider l'action du président Macky Sall au moment où vraiment on a besoin d'autres actes. C'est vrai, c'est dommage. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que souvent, il y a des points du bilan du président Macky Sall qui peuvent être positifs, mais de l'autre côté, on se rend compte qu'il n'y a pas de rupture du tout, au point qu'on ne voit même pas ce qui est positif dans son bilan. Comme disait l'autre, ce que vous faites parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Mandiaye Gaye, on a vu des membres du régime, le responsable des jeunes, le directeur général du Soleil, faire dans la menace, surtout menace dirigée contre Bassirou Diomaye Faye de PASTEF pour avoir certainement parlé de ce décret qu'il a vu au service. Oui. Là aussi, c'est une absence de démocratie. Dans une république où les citoyens ont le droit et la possibilité d'énoncer ce qu'ils savent, si c'est vérifié ou si ce n'est pas vérifié, il y a des... Mais je crois qu'un ministre qui se lève pour aller attaquer un citoyen qui a donné son opinion sur une question qui s'est posée, et sans aucun doute, je crois que le gars n'a pas parlé en l'air. Il a dû avoir des preuves avant de parler de ça, parce que c'est sa profession, et là où il est en mesure de savoir si ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Mais le ministre... Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher d'ailleurs? Oui, n'a pas le droit, parce qu'il est prêt... Un décret doit être rendu public. Oui. Dire qu'on a vu le décret, où est le problème? Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que
ici, on est tellement fragileux quand on s'adresse au président ou on annonce quelques nouvelles et tout cela. Mais la nouvelle peut être même fausse. La personne est censée pouvoir faire une erreur. Mais si c'est une erreur, ce n'est pas au ministre, mais c'est à la justice. S'il a fauté, les gens n'ont qu'à porter plainte, aller à la justice pour régler ce problème. Mais ce n'est pas avec des coups de poing ou en s'attaquant à des personnes qui ont émis une idée, une opinion, qu'elle soit juste ou fausse. Mais ce n'est pas le ministre qui doit régler ça. Parce que ça, c'est comme si on était dans un champ de bataille où les gens se donnent des coups, etc. Mais ce que je constate par rapport au régime du président Macky Sall, et même les précédents, on a ici au Sénégal l'habitude que les gens font du discours pour aller au pouvoir. Mais quand ils arrivent au pouvoir, ils se dénient. Ils font tout sauf cela. Et le reniement là a fait que beaucoup de citoyens ne croient même plus aux politiciens. Et c'est ça qui fait actuellement une difficulté énorme que les gens soient écoutés ou suivis quand il y a des élections seules. Les populations sont complètement désemparées à cause du mensonge de certains politiciens. Et dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils font une propagande populiste pour se faire élire. Arriver au pouvoir, c'est-à-dire qu'on oublie toutes les promesses qui avaient été faites pour, jouir des délices du pouvoir uniquement. Et en ce moment, ce qui se fait, c'est la jouissance des délires du pouvoir. Mais ce n'est pas appliqué, par exemple, le programme qu'on avait annoncé, ce qu'on avait promis aux populations, la rupture. Il n'y a pas de rupture ici. Gestion sobre et vertueuse. Continuation de ce qui se passait jusqu'à présent. Et c'est dommage pour les populations qui avaient cru à un moment donné et qu'en remplaçant celui-là par celui-ci, on aurait satisfaction, on serait plus à l'aise pour vivre, pour mieux vivre qu'avant. Mais malheureusement... Maman Diong, voilà une autre affaire qui fait les choux gras de la presse depuis quelques semaines. Aidez-nous à mieux entrevoir ce problème Sénélec-Akilee, si vous y comprenez quelque chose. Écoutez, je disais tout à l'heure, en introduction, que je n'ai pas aimé ce débat nauséeux et nauséabond au moment où le Sénégal traverse quand même la pandémie de la Covid-19, un débat de cette nature. Mais là, je dois marquer quand même ma surprise par rapport à la nouvelle posture du directeur général de la Sénélec, pour une raison bien simple. Le contrat Akilee a été discuté et négocié en interne au niveau de la Sénélec pendant 2 bonnes années, 2 longues années. Et il y a eu des mémos qui ont été faits à l'attention du directeur général pour voir si le système d'information proposé par Akilee répondait aux besoins de la Sénélec et s'il était avantageux pour la Sénélec. Ceux qui avaient fait ce travail à l'époque, y compris Moussa Dieye, aujourd'hui secrétaire général, et qui dénonce aussi ce contrat, avaient dit que c'était nickel. C'est à la suite de tous ces mémos qu'il y a eu la convocation du conseil d'administration pour acter l'entrée de la Sénélec dans le capital et pour signature du contrat avec Akilee. Et je rappelle qu'à l'époque, l'actuel directeur général, Biteye, était administrateur. Parce qu'il avait été détaché auprès du ministère de Maïmouna Ndoye Seck, le ministère de l'Énergie, qui à son tour l'avait désigné pour représenter le ministère au sein du conseil d'administration. Et il n'a jamais pipé mot sur ce contrat passé avec Akilee. Mieux, quand il a pris fonction en remplacement de Makhtar Cissé comme directeur général, il a été invité par un de nos confrères, en l'occurrence Mamadou Ibra Kane, dans Jury du Dimanche. Interpellé sur la question à savoir s'il devait faire un audit ou pas, pour entamer son magistère au niveau de la Sénélec, il disait que la situation était telle qu'il n'en avait pas besoin. Et quand il l'a relancé sur le débat qu'il y avait à l'époque, et qui a été balbutiant autour du contrat d'Akilee, il avait dit qu'il n'y avait pas de problème avec ce contrat. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis lors pour que ce qui était blanc devienne aujourd'hui noir? Là, ça pose un problème. Véritablement. On le soupçonne de vouloir rompre l'exclusivité accordée à Akilee
pour la livraison de compteurs intelligents au profit de Pavocom, qui est une société israélienne. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que combien de Sénégalais se sont élevés pour dire qu'il est anormal que l'expertise à l'entreprise internationale étrangère soit toujours priorisée au Sénégal et qu'une fois qu'on a donné un marché à des Sénégalais bon teint, on trouve à redire. Ensuite, on aime porter en épingle les 187 milliards dont on va bénéficier à Kilé, mais on ne met pas en relief les 500 milliards dont va bénéficier la Sénélec au profit d'un système qui lui permettra de faire des économies. Moi, je pense que quelque part, la lutte pour la succession n'est pas étrangère à ce qui se passe au niveau de la Sénélec. Et d'ailleurs, Mandiaye Gaïa, est-ce qu'on peut signer un contrat de cette importance sans que le président de la République n'en soit informé? Non, c'est pas. Enfin, si c'est fait, c'est pas normal. Mais je mets ce problème par rapport à ce qui se passe sur le littoral, qui a été, disons, donné ou accaparé par des puissances d'argent à telle enseigne qu'on ne peut même plus accéder. Et ce sont des gens, au niveau de l'administration, qui ont donné des terrains ou des autorisations à des personnes. Et ça, le président ne peut pas ne pas être au courant. Et quand vous voyez le littoral, surtout au niveau du phare des Mamelles, c'est une agression extraordinaire. Quand vous le voyez, c'est comme si les gens voulaient tailler le bas de la mamelle et qui risque de s'écrouler. Et ça, c'est des personnes qui ont de l'argent, parce que quand vous voyez les immeubles qui sont en train d'être construits là-bas, c'est-à-dire que vous êtes étonnés. Et ceux qui le font, ils ont eu peut-être des autorisations ou ils comptent avoir des autorisations. Parce que ce qui se passe ici au Sénégal, c'est que quand tu n'as pas d'autorisation, tu commences d'abord à construire, ensuite tu demandes la régularisation. Mais cette agression, par exemple, par, disons, des personnes au niveau du ministère ou de la présidence ou même du cadastre qui ont signé des actes ou des baux à des individus. Parfois, c'est des étrangers. Parce que le dernier qui a été arrêté, c'est un Libanais. Et il a amené ses tracteurs et tout pour casser la montagne. Bon, on a été obligé, peut-être avec Descos, disons, de l'arrêter. Mais c'est une chose extrêmement grave. Et c'est tout le long du littoral. Le président ne peut pas ne pas être au courant. C'est comme pour le contrat de Akile. Quand on est chef de famille, il y a des choses qui se passent dans la maison. Le chef de famille ne peut pas ne pas être au courant. Sinon, il a failli à son devoir. Momar, si l'on estime que le contrat n'est pas avantageux pour la Sénélec, mais on demande une renégociation, mais pourquoi ce bruit, autant de bruit autour de ce contrat? Non, ce qui est inadmissible, c'est que ça fait désordre dans une république qu'un directeur général s'attaque de façon aussi outrancière à son ministre de tutelle sans que personne ne lève le petit doigt. Ça, c'est très, très, très étonnant et très surprenant. Et le président Macky Sall ne devrait pas laisser prospérer une situation comme celle-là. Parce que lui, il doit pouvoir s'inspirer des jurisprudences qu'il y a eu sous le régime de Wade et qui l'ont concerné. Et dont il était d'ailleurs au courant. Quand Samuel Sarr, en tant que directeur général de la Sénélec, a eu des démêlés avec Maître Madi Kenyan, qui était ministre en charge de la tutelle de la Sénélec, le président Abdoulaye Wade n'a pas hésité à trancher dans le vif. C'est à se démettre de Samuel Sarr. Parce qu'il estimait que ça faisait désordre dans une république. Absolument. Indépendamment des rapports que l'on sait très étroits entre le président Abdoulaye Wade et Samuel, il n'avait pas hésité à trancher au profit du ministre de tutelle, en l'occurrence Maître Madi Kenyan. Quand il y a eu également cette polémique entre Aminata Tall, ministre en charge des collectivités locales, et Macky Sall, Premier ministre, pour la tutelle du PNDL, le président Abdoulaye Wade n'avait pas hésité également à prendre fait et cause pour son Premier ministre, au détriment d'Aminata Tall. Pourquoi le président Macky Sall laisserait-il faire une situation comme celle-là? Est-ce qu'il n'est pas derrière? Écoutez,
C'est ça qui fait désordre. Où ça court. C'est ça qui inquiète. C'est-à-dire que l'on puisse être amené à penser que le président pourrait être celui qui tire les marionnettes. C'est ça qui est grave et qui fait désordre dans une république. Et ça doit cesser, surtout dans ce contexte où vraiment les populations ont d'autres choses en tête que vraiment ces histoires puériles et stériles autour de contrats. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a un avion sans pilote. Parce que ce désordre, avec un responsable, le président de la République, comme Momar a dit tout à l'heure, ça dit que les sanctions doivent être prises sévèrement pour que des choses comme ça ne se répètent pas. Mais ce n'est pas le cas. Il y a un désordre tellement et des contradictions où les gens se tirent dessus et sans que le président ne règle là. Il est le patron. Celui, le chef, il doit prendre des mesures nécessaires pour interdire tel ou tel de faire cette chose. Mais sinon, le désordre qui se passe... Comme Omar l'a dit, qu'un directeur général défie aussi outrancièrement son ministre de tutelle. Et c'est ça la déception qu'on peut avoir. C'est-à-dire, à partir du moment où le président Macky Sall a un second et dernier mandat, on pensait qu'il allait gouverner sans contingence politique ni politicienne. Et que vraiment beaucoup de choses vont changer. Qu'il ne va plus sentir la pression politique qu'on a pu peut-être exercer sur lui durant le premier mandat, étant obsédé par l'obtention d'un second. Mais apparemment, on a comme l'impression qu'il n'a pas fini peut-être de pouvoir rester au pouvoir. Et c'est pour cette raison qu'il ménage la chèvre et le chou et ne veut pas trancher dans le vif comme a fait Abdoulaye Wade à un moment donné. Il nous reste 2 minutes. Nous terminons avec l'éducation. La reprise des cours Mandiaye Gaye est prévue pour le 2 juin. Comprenez-vous la décision des autorités de faire reprendre les classes? Oui, là aussi, je reviens toujours sur la précaution nécessaire de la santé publique pour les populations. Nos enfants doivent reprendre l'école. Est-ce qu'il y a suffisamment de mesures prises, d'attention pour mettre les enfants dans des conditions normales pour suivre les cours? Ce que ça exige, c'est tellement important que individuellement avec les élèves, je ne pense pas que l'on puisse satisfaire, disons en tout cas, cette condition. Un élève par table ou 2, dans des classes où c'était 3 élèves par table. Si on réduit à 1 élève ou 2, ça dit que tous les élèves risquent de ne pas aller, de reprendre les cours. Et ça, ce serait une catastrophe et une distorsion de 2 poids et 2 mesures de nos enfants. Momar, la reprise? Moi, je pense d'abord que le président Macky Sall a commis une erreur en annonçant la date du 2 juin pour le retour dans les classes, il y a plusieurs semaines, sans conditionner cela à l'évolution de la pandémie. Et aujourd'hui, le grand paradoxe, c'est que c'est au moment où les cas augmentent qu'on va envoyer les élèves en classe. Premièrement. Deuxièmement, on a comme l'impression qu'il y a 2 approches différentes au sein d'un même gouvernement. Vous avez le ministre de l'Enseignement supérieur qui est très prudent, qui pense que les conditions ne sont pas propices à la réouverture des universités. Il a affaire à des universités. Et de l'autre côté, vous avez son collègue de l'Éducation nationale qui veut, lui, pour les mêmes conditions qui prévalent aussi à l'élémentaire et au moyen secondaire, envoyer les élèves en classe. Vous voyez donc qu'à ce niveau-là, il y a pas mal de choses qu'on peut dire. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de s'appesantir sur ce sujet-là, mais qui me paraît quand même très, très risqué. Merci Momar Diong, journaliste, analyste politique, et Mandiaye Gaye, écrivain, essayiste. Merci chers invités. Merci à Abdou Thiam qui a assuré la mise en onde. Oui, vous êtes l'auteur du livre Citoyenneté, de la problématique de la citoyenneté au Sénégal, nouvelle édition, revue et corrigée. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis.